que la dernière fois qu'on s'est vu, on était donc à Landerneau pour voir Joel Mitchell et Riopelle, et on était quand même face à des artistes très spectaculaires, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de gestuels, de la violence, un couple extraordinaire, et ainsi de suite. Alors que quand on est devant l'œuvre de Talcoat, on est devant quelque chose de beaucoup plus réfléchi, intériorisé, et quelque part de beaucoup plus modeste, dans le sens assez beau du terme, mais qui est cette modestie qui est souvent une valeur peu appréciée en art. On préfère la vie extraordinaire d'un Picasso à ce côté justement d'un artiste qui se rapprocherait d'un moine soldat ou d'un peintre marcheur, donc quelque chose de beaucoup moins spectaculaire. Et cette modestie, on la retrouve tout au long de son œuvre. Et ce que j'ai voulu surtout vous montrer aujourd'hui par rapport à la conférence, c'est aussi de vous montrer le climat, je veux dire par là les différentes rencontres et les différents artistes que Talcoat va côtoyer. Parce qu'il va justement faire partie de plusieurs écoles, de plusieurs grands mouvements. Et ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que c'est un peintre qui a eu plusieurs périodes. Qui a une période, on va dire, au début assez figurative, puis qui va au fur et à mesure épurer au maximum ce qu'il va représenter pour toucher à quelque chose qui ressemblerait à de l'abstraction, mais qui finalement n'est pas si abstrait que ça, parce que c'est un peintre justement de la terre. C'est un peintre, ce que j'ai appelé ici le Talcoat, le premier homme, comme si c'était un retour à l'art quasiment préhistorique. Il a été extrêmement intéressé par toutes les mythes. Il a toujours dit qu'il a été très influencé justement par la Bretagne, par les pierres dressées, par les menhirs, par les dolmens, donc de son enfance, comme en même temps un intérêt vraiment très fort quand il sera vers Aix-en-Provence, justement pour des fouilles archéologiques. Et également, il va visiter dès les années 50 les grottes de Lascaux. Et vous allez voir dans son œuvre un rapport tout à fait évident avec l'art pariétal des premiers hommes, qui est aussi quelque chose qu'il faut imaginer comme un art contemporain dans les années 50. Car finalement, cette redécouverte des grottes de Lascaux, pour simplifier, vont influencer tous les artistes de l'époque, comme Picasso et comme Talcoat. J'ai appelé ça aussi le premier homme, dans l'idée c'était cette autobiographie qui est le dernier texte d'Albert Camus, qui a été publié de façon posthume il y a une quinzaine d'années, j'ai envie de dire. Et cette idée de premier homme aussi dans ce rapport un peu existentiel qu'on peut avoir avec la peinture de Talcoat. Et un lien avec cette culture justement d'Albert Camus et de son mentor dont je vous avais déjà parlé, qui était Jean Grenier, qui a beaucoup écrit sur Talcoat et dont il y avait une citation dans l'exposition. Alors là, vous avez cette fameuse vue de Talcoat dans son atelier en Normandie, face à tous ces tableaux, comme un troupeau de tableaux, et qui sont toutes ces... Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que ce qui va vraiment le toucher au maximum, c'est la lumière. Peut-être même plus que la couleur. Ce qui l'intéresse, c'est cette lumière. Alors, justement, lui, homme du Nord, homme de Bretagne, confronté donc à l'Atlantique et aux lumières bretonnes, va après être confronté aux lumières d'Aix-en-Provence, sur les traces de Cézanne, et va après donc avoir cet atelier donc en Normandie. Et bien sûr, donc là, on peut ne pas évidemment évoquer Monet, les impressionnistes, et donc un intérêt aussi pour cette Normandie où on dit qu'on a les 4 climats dans une seule journée. Donc tous ces changements de lumière qui vont l'influencer. Donc là, vous avez un peu, je vous ai fait en gros un compte-rendu bio de sa vie. Alors on va passer un peu vite. Donc bon, bien sûr, donc il est né à Clohars. Il y a, si vous voulez, d'ailleurs un parcours Talcoat qui existe aujourd'hui autour de Clohars. Bon, son père était marin-pêcheur, tisserand, et surtout la grande aventure, c'est que bon, son père va mourir à la guerre 14. Vous voyez donc son nom, Pierre-Louis Corentin Jacob, dit Talcoat. Donc il est d'ascendance juive.
Et il changera de nom, quittera le nom de Jacob pour Talcoat, pour se différencier de Max Jacob, du poète Max Jacob, le grand ami de Picasso, quand il va commencer à exposer à Paris dans les années 20. Donc il fait plein de petits boulots au début, c'est un artiste qui va en fait être autodidacte, et au début donc il va y avoir toute une série de travaux qu'il va faire donc, dans la Bretagne, donc je vais vous montrer les œuvres, et un des intérêts de faire cette conférence ici particulièrement, c'est que c'est un lieu qu'il a côtoyé, c'est un lieu qu'il a peint, et je vous montrerai quelques œuvres au début donc, de cette promenade en Bretagne, et de lieux exactement ici, et fatalement l'auberge qui était ici voilà, et en même temps des vues de Douélan, et il va amener beaucoup d'artistes aussi encore en Bretagne. Donc bon, toute cette première partie est quand même marquée en fait par l'appartenance à un groupe très important et complètement un peu oublié aujourd'hui, qui est le groupe de Force Nouvelle. Donc Force Nouvelle est un mouvement qui s'est créé dans les années 30, et autour d'un retour au réalisme, un retour au dessin, un certain académisme. Alors Talcoat va exposer avec eux, il ne signera pas le manifeste de Force Nouvelle, mais quand même il est associé à cette période-là, donc je vous montrerai tous les artistes de cette école, qui est très importante parce qu'elle est liée aussi justement aussi à Aragon, à Giacometti, à un rejet en fait de l'abstraction et du surréalisme dans les années 30, et un retour donc au réalisme et à des préoccupations aussi sociales et politiques dans la peinture, et qui sont incarnées dans l'exposition avec la série des massacres autour de la guerre d'Espagne. Et après, en fait, Talcoat, la grande évolution sera après la guerre, quand il sera à Aix-en-Provence, et où il va avoir une rencontre très importante avec un des grands peintres du XXe siècle qui s'appelle André Masson, qui est un des maîtres du surréalisme. Et cette rencontre avec Masson à Aix-en-Provence sur les pas de Cézanne vont justement le conduire vers la fameuse série qu'on voit dans l'exposition, des profils sous l'eau, des cascades, et qui va donc le conduire à toute une nouvelle période. Donc je vais vous montrer quand même, alors oui, j'ai commencé, je vous parlais de Jean Grenier tout à l'heure, donc cette phrase de Talcoat qui pense avoir retrouvé le secret, qui ne s'étale pas mais demeure gonflé et comme suspendu en l'air. Il y a cette idée, oui, de la découverte d'un secret dans l'œuvre de Talcoat, d'une œuvre qui doit vous apparaître, mais une œuvre très complexe. Quand au début, j'avais proposé donc à Dominique de venir voir Talcoat, c'est vrai que c'est pas du tout pareil, que c'est pas spectaculaire, c'est une peinture très intérieure, très réfléchie, et qu'on peut passer devant, et puis tout d'un coup, un jour elle vous interpelle, et on se rend compte de la puissance de son œuvre. Et ce qu'il dit aussi, c'est cette idée d'ouverture. Talcoat, justement comme Masson, il aimait dire qu'il ne faisait pas de la peinture, il était dans la peinture. Et c'est le sentiment qu'on peut avoir dans son œuvre, c'est ce rapport fusionnel avec la peinture et avec le sujet, et avec une approche tout à fait nouvelle et quasiment en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on a une vue frontale, comme on a une vue aérienne. On est un peu comme si, quelque part, on survolait la surface de la Terre, et on devient un peu comme des oiseaux qui sont quand même un des grands sujets de son œuvre. Donc, je vous ai ramené là quelques pièces de la Galerie Mag, des Derrière le miroir, parce que Talcoat a beaucoup travaillé à la Galerie Mag et a beaucoup travaillé avec les poètes. Et je pense que c'est une des œuvres les plus poétiques du XXe siècle. Et donc là, vous avez des pierres qui pourraient faire penser justement à des pierres levées, à des dolmens, à des sites préhistoriques. Et l'idée, donc, toujours de la marche, du fait qu'il avance, et qu'on est devant une peinture qui n'est pas stable, et qui pose une question assez importante, parce que finalement, la peinture est un objet immobile par excellence. Et ce qu'essaye de représenter Talcoat, c'est une certaine immobilité. C'est toujours un passage, un chemin. Donc là, je vous disais, sur les pas de Talcoat à Douélan, donc j'ai retrouvé là, à la mairie de Douélan, vous pouvez faire donc un pèlerinage des différents sites qu'il a représentés et sur lesquels il a vécu. Donc c'est vraiment juste à côté.
alors c'est intéressant parce que quand vous regardez dans sa peinture, par exemple, là c'est le bistrot donc, du port de Brignot, donc, qui a disparu, qui était donc juste sur les hauteurs vers la digue. Et alors ça c'est les premières toiles des années 20. Alors il va faire plusieurs variantes de cette vue-là, mais on voit là une peinture extrêmement frontale. Donc tout à l'heure le conférencier a appuyé sur le côté frontal de sa peinture. Et là, on a une peinture en même temps très marquée par un certain fauvisme. On peut penser à Matisse, fatalement, avec ce rouge qui pourrait faire penser à l'atelier rouge, ces taches de couleur. Et puis ce côté frontal, avec cette mer qu'on voit au fond, et cette tache de vert qui pourrait faire penser à l'île de Groix qu'on voit au loin d'ici. Alors il y a quelque chose que j'ai trouvé tout à fait bizarre dans ce petit tableau, qui est quand même un petit croqueton, c'est de voir ce personnage à droite, là, ce nu, qui est quand même tout à fait étonnant à l'intérieur donc de ce bistrot, de trouver ce personnage comme une sorte de naïade, une sorte de baigneuse, et qui fait penser fatalement, là encore plus, à Matisse, quelque part, si on pense à des tableaux comme Lux calme et volupté, où on peut aussi penser qu'il y a là un hommage aussi à Manet au Déjeuner sur l'air. C'est-à-dire que dans une scène tout à fait normale, tout d'un coup, on voit quelque chose qui peut paraître incongru de voir ce personnage nu. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, quand on voit après la grande série des œuvres, des profils sous l'eau, justement, on a aussi déjà cette fusion du corps et de la nature. Et là, tout d'un coup, on a ce personnage qui apparaît de venu nulle part. Alors là, on a vraiment donc les premiers dessins magnifiques quand même. On voit que c'est un des grands dessinateurs du XXe siècle, Talcoat. Et on voit la diversité de son trait. Et là, on a vraiment l'impression, quand on sortira, d'être vraiment... Enfin, on est sur place, quasiment. On voit la digue au fond. On voit, c'est comme une sorte de grand sardinier, ce bateau-là, qui est devant nous. Et donc, les différentes vues, donc toujours pareil, ce que je trouvais intéressant, c'était de présenter donc, ces premiers dessins des années 20. On voit aussi la rapidité d'exécution. On voit le trait va extrêmement vite. Et le jeu sur les formes et les différents... on voit comme si c'était quand même vraiment assuré. Et ce jeu donc sur la lumière aussi qui est intéressant. Et l'utilisation dans la feuille de la réserve, c'est-à-dire que ce qui n'est pas utilisé et qui donne déjà tout un rapport extrêmement aérien et qui sera quelque chose de très très important dans toute son œuvre. Donc encore des vues locales. Quelque chose ici intéressant à voir, c'est outre cette frontalité, cette radicalité qu'on a entre les différents plans, l'utilisation de cette horizontalité très, très marquée, et puis en même temps le point de vue est toujours aussi assez original parce qu'il est dans les hauteurs, on est au-dessus des maisons. Et c'est quelque chose que je trouve qu'on va voir toujours dans l'œuvre de Talcoat, quand je vous disais tout à l'heure, comme si on était un peu des oiseaux qui surplombons la scène, ou comme si on était grimpé en haut d'un arbre. Alors ça, c'est les premières œuvres des années 20, où on voit déjà qu'il a un intérêt pour la matière. Donc ici, encore une vue... et surtout, donc, cette petite toile-là, très bretonne, donc la maison du Pencleux, où on voit vraiment justement aussi un intérêt pour Corot par exemple. Et donc cette première période de Talcoat est aussi marquée par un retour à un intérêt pour les grands peintres français qu'il allait voir souvent au Louvre. Et quelque part là, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très proche de Corot aussi. Et on voit encore déjà cet intérêt pour la matière. Donc là, une toile que moi je trouve très très sympathique, qui vous montre les petits pavillons bretons comme on en voit beaucoup autour de nous. Et donc aussi, en même temps, déjà une volonté d'abstractiser, d'aller directement, pas de bavardage, on va dire. Là, c'est un travail de forme, de simplification, et en même temps, on voit toujours déjà un intérêt très très important pour la matière. Alors là, donc, on a vu dans l'exposition ce paysage de Douélan. Donc cette vue... alors ce qui est intéressant aussi, c'est que si on se focalise simplement sur ce petit rocher qui est là, on voit déjà des failles, on voit déjà des rochers qui vont devenir le sujet très important de son œuvre à partir des années 50.
Et bon, non, ça c'est des tableaux qui sont aussi marqués justement par un certain réalisme et un retour aussi à quelque chose aussi de régionaliste qui est intéressant pour l'époque. Donc autre vue du port de Douélan, qui est donc au musée de Quimper, et encore un tableau toujours donc avec un intérêt aussi ici pour des jeux de perspective intéressant avec ce petit bâtiment au fond. Et ça, c'est donc les premières heures de Talcoat, où il est extrêmement marqué par des rencontres essentiellement avec un artiste qui s'appelle Francis Gruber, qui est un de ses grands amis. Et Francis Gruber est un des grands maîtres du réalisme des années 30 et qui fera partie donc de Force Nouvelle dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est dans les années 30 que ce groupe existe, et c'est un critique d'art qui s'appelle Henri Hérault qui monte cette nouvelle école et qui est en fait, comme je vous disais tout à l'heure, très marqué par un retour au réalisme, même un certain académisme quelque part, et un des intérêts très forts quand même de Force Nouvelle, ça va être son rapport à la guerre d'Espagne, avec des tableaux manifestes qui vont renvoyer à l'horreur de la guerre, et avec des artistes différents. Alors voilà la déclaration du manifeste donc, de Force Nouvelle, Rupture, et qui en fait s'en prend quelque part à l'impressionnisme, qui s'en prend aussi au surréalisme, à l'abstraction, pour un vrai retour à la tradition et au dessin. Alors vous voyez les différentes signatures, et vous voyez que Talcoat n'est pas présent. Et Talcoat, en fait, a toujours dit qu'il avait exposé avec les gens de Force Nouvelle, mais sans vraiment faire partie du groupe. Mais par contre, vous avez des gens très importants, comme Francis Gruber, André Fougeron, Jeannot, Humboldt, Robert Couturier, Georges Renner, Hichet, donc toute une série d'artistes qui vont faire partie donc, du climat et des amis de Talcoat. Donc c'est à cette époque-là aussi donc, que chez Talcoat, il y a toute une série de personnages de retour d'Arlequin, et ce personnage de l'Arlequin donc, renvoie bien sûr à Picasso, dont on avait parlé il y a quelques semaines, et ce personnage d'Arlequin aussi fait penser à Derain, qui lui citait Cézanne à l'époque. Et quand je vous parle de Derain, c'est quand même justement le grand maître aussi des années 30, marqué par un certain retour à l'ordre, par une sorte de retour à la tradition, à l'académisme. Et dans les œuvres de Talcoat, donc vous avez ici le portrait de Broncia, sa première femme, habillée comme un Arlequin, habillée comme un personnage de la comédie dell'arte, et à côté le portrait du docteur Flandrin, que j'ai mis un peu par hasard, mais parce que c'est un des premiers collectionneurs de Talcoat, et qui est un monsieur qui habite en Bourgogne, et dans les différentes pérégrinations de Talcoat, on va aussi avoir beaucoup de séjours autour de Vézelay, et chez le docteur Flandrin, qui va l'aider beaucoup au début de sa carrière. Et donc voilà les premiers tableaux de Talcoat très intéressants dans le rapport un peu académique. Donc ici un nu très classique où on reconnaît sa première femme. Et ces nus font penser aussi aux Derain des années 30, mais il faut aussi songer à des artistes comme Balthus, que Talcoat va côtoyer dès les années 30. Et en plus, alors il y a dans la pose, on pense bien sûr à Olympia de Manet, comme on pense aussi au tableau de Goya, du Prado, de la Maya nue et habillée, particulièrement dans le mouvement des mains. Et la manière dont elle a de toiser le personnage, il y a une certaine, comment dire, vraiment un rapport tout à fait direct avec Olympia. Et ces premiers nus, donc ici un autre tableau très intéressant, donc aussi marque un rapport aussi fatalement assez érotique. Donc ici, donc cette paire de fesses là, qui prend le sujet de plein face, qui ressemble à une sorte de grand coquillage, et cette femme alanguie donc sur la grève, où on voit qu'elle a un bol à droite,
Et elle fait donc penser à une autre vue de l'autre côté, donc de cette femme au bol cassé, qui est en même temps une sorte on pense beaucoup, moi je trouve, à l'œuvre aux rêveuses de Balthus, et en même temps ce sujet du bol cassé, fatalement, renvoie à un sujet érotique. On peut penser à Albertine, qui se fait casser le bol, donc, dans la prisonnière, où on pense aussi justement à Greuze, par exemple, et à la cruche cassée, donc cette perte de la virginité, et en même temps, on peut voir à la même époque, là je vous ai mis le tableau de Balthus, récemment censuré au MoMA, de cette jeune fille alanguie, les fameux êtres en devenir, les jeunes filles en fleurs, qui vont être des sujets importants aussi à l'époque, et qui en même temps, alors dans ce retour à l'ordre, de ce retour un peu académique, les deux maîtres qu'on va quand même garder en mémoire sont d'un côté Cézanne et de l'autre côté les Picasso des années 30. Cézanne, bien sûr, par rapport au sujet, et en même temps par rapport à la technique, dans cette fameuse femme à la cafetière, un intérêt social quelque part, qu'on va retrouver dans tous les artistes donc, de force nouvelle. Donc par exemple Henri Janot, vous voyez le lien là est direct avec le tableau de Cézanne, comme en même temps dans la construction avec le côté sculptural des Picasso des années 30. Henri Janot, donc ce retour, donc, comme je vous le disais, à la tradition et particulièrement au dessin, donc qui va marquer force nouvelle, et en même temps ce côté un petit peu d'une peinture qui nous propose un rêve, mais qui nous propose un rêve désespérant, qui ressemble plus à un cauchemar, parce que on pense bien sûr encore ici on ne sait pas si le personnage dort ou s'il est mort, avec ce bâtiment en ruine derrière, et cette charrue qui se transforme en une sorte d'objet assez violent, et en même temps qui renvoie à la guerre d'Espagne. Autre maître de force nouvelle, Georges Renner, d'origine suisse, lui beaucoup plus, c'est un autoportrait très proche de ce qu'on appelle la nouvelle objectivité allemande, des artistes comme Otto Dix, Carlo Busch, et le grand chef-d'œuvre de Renner, qui est conservé au musée des années 30 de Boulogne-Billancourt, c'est donc le Noyer. Et qu'est-ce qui l'intéresse dans cette peinture-là? C'est aussi ce retour à la tradition. Donc là, je vous ai mis le Christ mort de Mantegna de Milan, et vous voyez vraiment ce lien entre les deux, et qui est vraiment une étude de raccourci. Et donc on voit ce retour un peu à l'académisme et à une peinture très classique, alors que quand on pense qu'on est dans les années 30. Hein. Autre artiste de l'époque, le tableau qui est conservé au musée de Lyon, les Aveugles de Jean Martin, et là qui fait un rappel direct à Bruegel par exemple, et encore ici Humblot, et là on voit plus le lien avec les massacres que vous avez vu tout à l'heure de Talcoat, donc de cette série d'artistes qui vont donc avoir un rapport direct avec l'idée de la guerre d'Espagne, avec ce personnage au fond là, sur son cheval, une sorte de Don Quichotte qui passe au milieu de la scène. Toujours le même thème, les horreurs de la guerre, de Robert Humblot. Et ici, j'ai voulu appuyer sur René Hichet, qui est un artiste qu'on redécouvre actuellement, des pièces qui sont conservées au musée de la piscine à Roubaix. Et cette déchirée à droite était une sculpture que De Gaulle avait sur son bureau en Grande-Bretagne à l'époque de l'occupation. Et c'est justement la femme qui se cache les yeux et qui appelle au secours. Et de l'autre côté, cette sculpture tout à fait exceptionnelle donc de Guernica, que Hichet a fait le jour même du bombardement, quand il a eu écho du bombardement. Et une pièce tout à fait extraordinaire, et qui est, par rapport à l'œuvre de Talcoat, est intéressant parce que vous vous souvenez tout à l'heure des vanités qu'on a vues et la violence vraiment radicale de cette pièce. Autre artiste qui faisait partie de Force Nouvelle, Robert Couturier,
qui est un des grands sculpteurs français un peu oubliés, avec des pièces ici qui avaient fait scandale. Ce Saint-Sébastien qui en même temps rappelle l'horreur des camps et les personnages, les fameuses photos qu'on va redécouvrir dès la sortie de la guerre. Et ce monument à Étienne Dolet, donc Étienne Dolet, un humaniste du Moyen-Âge qui avait été brûlé. Et à Paris, il y avait donc dans le 14e une statue en hommage à Étienne Dolet, et cette pièce a été fondue par les nazis pendant l'occupation. Et donc, au sortir de la guerre, on avait demandé de refaire un hommage à Étienne Dolet, et Robert Couturier a fait cette sculpture, mais elle avait fait autant scandale, elle n'avait pas été acceptée par la mairie. Et donc depuis, il n'y a plus de monument à Étienne Dolet dans le 14e, et la pièce est conservée aussi au musée des années 30 de Boulogne-Billancourt. André Frougeron, donc, qui va être lui justement le grand compagnon de route du Parti communiste à partir de la Seconde Guerre mondiale, et qui aussi fait partie donc de Force Nouvelle, donc avec un tableau à droite, le personnage à la cafetière, donc toujours cette même thématique. On peut penser à Cézanne, et puis à des sujets tout à fait communs, c'est-à-dire que tout d'un coup on ne peint plus des Vénus ou des déesses, c'est la mère, la femme en train de préparer le café à l'intérieur de la cuisine. Et cet autre tableau tout à fait extraordinaire du personnage endormi, donc qui pense aussi à cette rêveuse. On peut penser aussi au tableau de Picasso comme le rêve, mais là c'est donc la cuisinière qui s'endort sur son ouvrage. Alors toujours dans ces mêmes thèmes donc de la cuisine, donc Jean Lannes qui fait partie de Force Nouvelle, Alfred Pellan qui est lui d'origine canadienne, et le grand artiste en fait de l'époque, c'est André Marchand. Donc vous avez vu un petit buste dans l'exposition, et André Marchand c'est le grand ami de Talcoat, et à l'époque il avait une gloire aussi importante que Picasso. C'était un artiste qu'on imaginait avoir une carrière tout à fait extraordinaire. Et ce tableau-là d'André Marchand renvoie aussi quelque part à une idée qui ferait songer à De Chirico, vous voyez, aux grandes places désertes de Chirico, et cette mélancolie qu'on retrouve, et puis ces constructions derrière, ces échafaudages, qui renvoient fatalement aussi bien à la guerre qu'à un monde en construction. Donc André Marchand, très important dans l'œuvre de Talcoat. Donc vous avez ici un portrait par Talcoat, et puis on a vu donc dans l'exposition un petit buste. Et c'est avec André Marchand qu'il va s'installer à une époque à Aix-en-Provence avec d'autres artistes dont je vous parlais tout à l'heure. Autre ami de Talcoat, et qui fait partie de ce groupe, et qui fait partie, lui, avec André Marchand et Francis Gruber, des amis proches, Francis Théieux, un artiste qui était natif de Dieppe. Alors c'est intéressant, on voit aussi cette même frontalité qu'on voyait tout à l'heure dans les premières vues de Talcoat, et aussi cette idée du mouvement des personnages qu'on voit au fond en train de marcher, ou du cheval, et de ce personnage encore là à côté. Et en fait, tout ça pour arriver donc à Francis Gruber, qui est un des artistes un peu oubliés aujourd'hui, mais un artiste extrêmement important, qu'on a qualifié un peu de misérabiliste, de sorte de Zola de la peinture, et qui va donner lieu à une nouvelle période très très importante, et qui va beaucoup influencer Talcoat, mais aussi des gens comme Giacometti. Donc ça, c'est un des grands tableaux de Francis Gruber, conservé au musée de Nancy. Donc c'est Les horreurs de la guerre, 1942, hommage à Jacques Callot. Donc Jacques Callot, c'était ce grand graveur qui a gravé les horreurs de la guerre donc, au XVIIe siècle. Et là, on voit donc tous ces horreurs. Et on voit par exemple ce personnage du fond, ou encore le feu qu'on voit à l'intérieur des bâtiments qui sont en train d'être bombardés, renvoie de manière tout à fait intéressante au tableau qu'on a vu tout à l'heure de Talcoat. Et alors, ce qui est important de dire, c'est que justement, avec Gruber, ils vont venir ici,
Et voilà par exemple un tableau de Gruber qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vu de Talcoat, de la vue de Douélan. Et donc c'est un tableau quand il vient avec Talcoat en Bretagne dans les années 30. Encore un tableau de Gruber qui est lui aussi conservé au musée de Quimper, donc la vue du port de Douélan. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut imaginer qu'ils étaient ensemble sur le motif à peindre la même chose, quoi. Donc il y a vraiment un rapport très, très, très direct entre eux. Donc Gruber va mourir très jeune, et puis après il y a toute une histoire qui fait qu'on a un peu oublié son œuvre, mais qui est un artiste très important. Et dans la même lignée, c'est celui qu'on va retenir, alors que finalement il est peut-être moins intéressant quelque part, c'est Bernard Buffet, qui était aussi lié à cette période de réalisme. Et voilà des portraits de Talcoat par Francis Gruber. On le reconnaît tout à fait. Donc c'est vraiment une très très forte amitié. Et alors, autre personnage essentiel dans l'œuvre de Talcoat, c'est donc Alberto Giacometti, et son frère aussi Diego. Attendez. Et donc il va y avoir toute une série de portraits de Giacometti, qui va rencontrer donc aussi pareil dans les années 30. Et il va en faire aussi bien des dessins, des œuvres peintes, que aussi des sculptures. Et voilà donc le portrait de Giacometti. Alors intéressant de voir déjà qu'on retrouve dans ces portraits ces fameux cernets rouges, qui en fait, vous allez le voir, ce que je vais vous montrer ça par la suite, rappellent un intérêt à l'époque pour la peinture du Moyen-Âge. Parce que c'est aussi une époque où un des grands critiques d'art français, enfin historien d'art français, qui est Henri Faucillon, va remettre au goût du jour toute la problématique de la peinture du Moyen-Âge. Et ça montre donc chez Talcoat un intérêt aussi bien pour, on va dire, les mythes celtes que pour l'art roman. Alors on aime à dire que dans ce tableau, vous avez un petit bouquet de houx accroché au mur, et qui renvoie justement à cette amitié entre Talcoat et Giacometti. Et on voit donc là, à la période où Giacometti va justement se démarquer du surréalisme, et donc son fameux retour au réalisme, ici avec les portraits de sa mère des années 30, et vous voyez ces mêmes cernets à l'intérieur des personnages, ces mêmes coups de hachoir, ces mêmes coups de bistouri, comme ça, qui renvoient donc à un dessin de sculpteur, et puis qui jouent sur leur côté tridimensionnel. Et l'intérêt de Giacometti à l'époque, et on le voit très bien dans l'exposition avec les petites pièces qu'on a exposées de Talcoat, c'est d'avoir utilisé donc des formats tout à fait réduits pour leur donner l'impression qu'on les voit de loin. Et donc ici, par exemple, vous voyez dans le portrait de sa mère à droite, justement aussi ce jeu de petites figures pour donner en fait de la distance. Et donc c'est à l'époque où Giacometti va s'intéresser à un côté beaucoup plus réaliste. Et ici vous avez les premières têtes de son frère Diego, où justement il réduit aussi la figure et en même temps son réalisme. Alors voilà les pièces que vous voyez dans l'exposition, avec le portrait d'André Marchand sur la gauche, et qui renvoie fatalement exactement à l'œuvre de Giacometti à l'époque. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ces sculptures-là, on va les retrouver dans plusieurs de ses œuvres, dans des vues d'atelier, et on voit donc toujours l'apparition de ce fameux cernet rouge. Donc là, l'exposition démarre avec ce grand nu jaune. Donc voilà l'étude pour le nu jaune qui est aussi exposé. Donc toujours l'intérêt aussi de montrer chez Talcoat un dessin extrêmement moderne, extrêmement nouveau, très simple. Et peut-être ce qui est intéressant à voir ici, c'est justement le mouvement qu'on a autour des jambes, où on voit déjà esquisser la jambe gauche qui va après, dans l'œuvre finale, se mettre en mouvement. Alors toujours aussi ce sens du vide qu'il y a chez Talcoat, cette utilisation de la feuille, de la réserve. Donc après, voilà le tableau qui correspond, qu'on l'a vu dans l'exposition. Alors très important, c'est vraiment ce cernet rouge
qui est tout à fait moderne, tout à fait étonnant. On voit aussi quelque part dans les utilisations de la couleur, aussi bien du jaune que du rouge, quelque part aussi qui rappelle Matisse. Et on a qualifié à un moment donné Talcoate de néo-fauve. Donc particulièrement dans des œuvres comme celle-là, le peignoir jaune, conservé au musée d'art moderne, où on pense aussi donc au Matisse, et en même temps Talcoate aimait à rappeler son intérêt pour la peinture du Fayoum. Donc, je vous ai mis ici donc une image du portrait du Fayoum, qui sont donc ces portraits funéraires de l'époque romaine qu'on a redécouvert en Égypte. Et à côté donc le portrait de Marguerite de Matisse, donc la fille de Matisse. Et vous voyez vraiment, je trouve, le lien ensemble, ce rapport un peu primitif déjà qu'on a. Et Marguerite, justement, Matisse, était la femme de Georges Dutuit, et qui vont être des amis proches de Talcoate à l'époque où ils seront ensemble à Aix-en-Provence dans les années 50. Il y a beaucoup de textes de Georges Dutuit sur Matisse, bien sûr sur Matisse, son beau-père, et aussi sur Talcoate. Et avec Dutuit, il a des grandes conversations, et aussi avec Beckett. Parce que Beckett va aussi écrire sur Talcoate, Samuel Beckett. Et donc je vous ai mis là ici des liens avec l'art roman, donc qui est redécouvert aussi à l'époque. Donc par exemple le fameux baiser de Judas de l'église de Nohanvic, ou à côté la Luxure, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art roman qu'on retrouve à Saint-Nicolas de Tavan, qui est une œuvre tout à fait extraordinaire qui fait penser aussi bien à Munch aussi, une sorte de violence de ce personnage qui se crève les seins avec une lance, d'où partent des deux serpents. Mais c'est surtout dans le traitement des visages, dans l'utilisation, vous voyez, de ce cerné rouge, de cette simplification qu'on retrouve tout à fait dans l'œuvre de Talcoate. Ici, le grand chef-d'œuvre, ce qu'on appelle la Sixtine romane, donc ça va sur Gartempe, qui est une immense fresque au plafond qui raconte tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, enfin très compliqué, mais vous voyez aussi cette simplification des corps et surtout du dessin qu'on retrouve là, même dans les autoportraits de Talcoate. On voit cet intérêt, donc pour ce cerné rouge renvoie vraiment à un intérêt pour le Moyen-Âge. Alors dans ces vues dans cet autoportrait aussi, il y a des détails intéressants. Vous voyez ces feuilles qui sont sur les murs et qui sont encore des tableaux qui renvoient au massacre des années 30. C'est des personnages des massacres. Donc voilà donc vous voyez le lien, donc cette frontalité dont on parlait tout à l'heure, et en même temps ce rapport direct avec un dessin du Moyen-Âge, et en même temps comme un dessin de sculpteur qui joue donc sur un rapport très, très tridimensionnel. Donc là, vous voyez encore dans la folle ces personnages derrière qui sont aussi issus des massacres. Et donc, on voyait dans l'exposition le fameux tableau de Gerhard Rutstein. C'est justement un passage très important parce que, bon, Gerhard Rutstein, elle a été la grande collectionneur de Matisse et de Picasso. Là, vous la voyez donc avec le portrait de Picasso qu'il a fait d'elle. Et c'est une mécène extraordinaire. Et la vie, quand même, de Talcoate, quand il rencontre Gertrude Stein, donc elle a un salon où les artistes se rencontrent, les poètes. Et c'est vrai que quand il va faire son portrait, il va faire plusieurs œuvres, c'est à une époque où sa vie va changer, parce que le portrait qu'il va faire d'elle va gagner le prix Paul Guillaume, et c'est aussi à partir de là qu'il va pouvoir commencer à exposer aux États-Unis, et particulièrement dans la galerie de Julian Levy, qui est un des grands marchands américains. Et donc voilà les différents dessins, enfin il a fait toute une série d'études et plusieurs pièces. Donc là j'ai confronté les deux toiles que je trouvais intéressantes, d'un côté un portrait de Gertrude Stein par Picabia, et de l'autre le portrait que vous avez vu dans l'exposition. Alors le portrait de Picabia est un portrait toujours assez, si on y veut, un peu ironique, parce que donc cette dame qui était une femme forte, là, tout d'un coup, il la représente comme une sorte de muse à la grecque, alors qu'elle ressemble beaucoup plus au personnage qu'on a à droite, peint par Talcoate, qui lui en fait une sorte de campagnarde. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, ces portraits sont liés au fameux portrait de Picasso.
Et donc il a fait toute une série d'œuvres, il y en a qui sont conservées aux États-Unis d'ailleurs, et toutes ces études donc, sur Gertrude Stein. Vous connaissez peut-être le poème de Gertrude Stein qui s'appelle La rose, a rose is a rose is a rose is a rose, c'est la répétition, parce qu'elle était aussi donc poète, et c'est un personnage quand même très important de l'époque, et c'est chez Gertrude Stein qui était aussi très amie avec Hemingway. Elle va aider Hemingway à publier. Donc là je vous ai mis encore un portrait de Derain par Balthus, pour montrer aussi ce lien avec la frontalité et un certain réalisme. Mais je voulais surtout vous revenir plus maintenant sur la rencontre qu'il va faire chez Gertrude Stein, et un des personnages quand même intéressants qu'il va côtoyer, c'est Hemingway. Et c'est le Hemingway de l'époque où il tourne donc Terre d'Espagne. Ici vous le voyez avec Joris Ivens, et qui donc ce film qui va justement mettre en avant le combat des républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne. Et donc on arrive comme ça donc à toute cette série qu'on voit dans l'exposition autour des massacres. Donc j'ai retrouvé ce dessin que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on y voit vraiment le lien là avec Guernica, aussi bien avec le cheval que vous voyez couché, dans la composition même de l'œuvre, et ce grand cheval qu'on a aussi au milieu. Là, vous voyez ici, cet autre cheval couché. Et donc ça va être toute une série de pièces extrêmement importantes. Bon, qui rappellent fatalement aussi le Guernica, et qui sont aussi, quand je vous parlais de l'intérêt pour le Moyen-Âge, chez Picasso, comme vous voyez ce personnage de gauche, sont très influencés aussi par l'époque où on redécouvre justement les manuscrits du Moyen-Âge, et particulièrement l'Apocalypse de Saint-Sévère, qui va être très très importante aussi pour Talcoat. Et c'est intéressant de voir cette composition, à quel point elle va inspirer aussi bien Picasso que Talcoat. Vous voyez donc les dessins préparatoires pour les massacres. Et alors j'ai toujours en tête, par rapport à ce genre d'œuvre, témoignage, la phrase de Sartre qui disait au sortir de la guerre que si on peint ce qu'on a vu comme un compotier, on trahit l'histoire, et on trahit le beau, mais si on ne peint pas, plutôt on trahit l'histoire. Et donc c'est intéressant de voir comment Talcoat, formellement, représentant cette horreur, va aussi peindre de manière extrêmement violente et extrêmement heurtée. Cette tête complètement coupée, ce corps d'enfant ici recroquevillé, cet autre ici qui pend. Donc c'est vrai qu'on est face à une peinture qui n'est pas là pour nous séduire, mais au contraire pour nous déranger, pour nous donner aussi à réfléchir sur l'horreur elle-même de la guerre, et dans la manière de peindre aussi, ce qui est quand même très important. Donc là, j'ai fait un petit détail sur la femme à l'enfant de Picasso, dans lequel on peut bien sûr évoquer, ou encore cette tête hurlante de Giacometti. Alors d'autres artistes à l'époque qui sont liés bien sûr à la guerre d'Espagne, avec la fameuse affiche de Miro, et à côté l'œuvre de Julio González, la Montserrat en pleurs, qui est la Vierge catalane, comme ça, brûlée par les bombardements. Donc là, quand on voit justement le petit tableau qui était présent dans l'exposition, je pense qu'en voyant aussi bien l'Apocalypse de Saint-Sévère, où vous voyez exactement d'où vient aussi son iconographie. Donc la série des vanités qui était présente aussi dans l'exposition, et qui font fatalement penser aussi, alors aussi bien à une sorte de memento mori, une sorte de vanité, mais qui aussi fait penser au charnier, et en même temps un intérêt aussi pour l'art des catacombes. Donc là, la fameuse étude présente dans l'exposition pour arriver en fait au grand tableau des massacres qui est ici représenté. Donc ce tableau des massacres est un tableau très très important qui a été redécouvert, qui a eu une grande dimension dans l'exposition qui s'appelait Face à l'histoire, qui avait été faite au Musée d'Art Moderne, au Centre Pompidou, il y a une vingtaine d'années par Jean-Paul Hamelin, et qui était tout un travail autour de la guerre depuis les années 30 jusqu'à... ça devait s'arrêter dans les années 2000. Et c'est à une époque qu'on a redécouvert ces fameuses séries de Talcoat
sur les massacres. Parce que Talcoat, en fait, est beaucoup plus connu pour la dernière partie de sa vie, pour les grands monochromes, que pour cette période-là. Alors maintenant, ce qui est intéressant à voir dans ces tableaux, c'est aussi, par exemple, bon, la violence qui s'en dégage, mais en même temps le combat qu'on peut y voir aussi avec ce point de cette femme ici au premier plan, et puis ce chien comme ça qui nous fait, qui est en colère, et le paysage derrière, c'est pas un personnage, c'est pas un paysage d'Espagne, et il disait lui-même que c'était justement un paysage breton qu'il avait repris. Et on voit dans l'exposition des toiles qui peuvent être des toiles qu'il a faites justement sur le motif ici, et auquel il va rajouter du feu, des flammes, du sang, pour leur donner cette thématique de la guerre d'Espagne. Donc c'est une toile tout à fait capitale dans l'art du XXe siècle, et c'est quand même assez extraordinaire qu'aujourd'hui, justement, on puisse se réintéresser à cette série-là. Alors, bien sûr, on peut penser, je vous ai mis comme ça des images que j'avais en tête par rapport au tableau qu'on voyait. Donc, bien sûr, le Goya, le massacre du 3 mai. Et autre artiste, justement, qui sera un des artistes importants qui va témoigner de l'horreur de la guerre, donc Jean Fautrier, avec la fameuse série des otages, et ici la jeune juive, où on voit donc ce cou coupé par un cou rouge ici, vous voyez, on voit comme la tête qui tombe, et tout d'un coup cette peinture qui devient matière, et qui devient le corps même, la chair même du tableau. Donc Jean Fautrier, ou encore Zoran Muzic, qui, lui, avait été interné en camp de concentration et qui, des années plus tard, comme un mauvais cauchemar, va repeindre toute la série des charniers qu'il avait vécu en camp. Mais alors, maintenant, pour revenir aussi à cette période après la guerre d'Espagne et la série des massacres, je voulais vous appuyer aussi sur cette fameuse exposition des 20 jeunes de peintres tradition française. Donc une série d'artistes menés par Jean Bazaine, qui va donner lieu à ce qu'on va appeler l'école de Paris, et qui sont des artistes intéressants, qui sont entre eux justement la figuration et abstraction, et qui vont permettre, pendant l'occupation quand même, de donner à voir toute une série de jeunes artistes liés aussi à l'abstraction. Alors bien sûr, c'est une exposition qui joue sur les mots, parce qu'ils ont utilisé ce mot de tradition française pour ne pas se faire embêter, et en même temps c'est quand même l'avant-garde de l'époque. Donc marqué par Jean Bazaine, donc vous voyez quand même ici une œuvre qui sera un des grands peintres abstraits français, ou Maurice Estève, Charles Lapic, Alfred Manessier. Alors ils travaillent justement tous sur des thèmes. Là, le Lapic, c'est une sorte de Jeanne d'Arc, donc traversant la Loire, donc autour de cette tradition. Mais en même temps, il faut imaginer un peu comme le Brocéliande d'Aragon, c'est-à-dire que derrière les mythes, les grandes traditions, donc Brocéliande, je sais pas, Merlin ou la fée Morgane, ils sont cachés dans la forêt comme des résistants. Et là, finalement, Jeanne d'Arc, elle apparaît aussi comme une résistante à l'époque. Donc c'est des tableaux plus complexes qu'ils en ont l'air. Alors les premiers Singier, le Moal, je vous ai mis aussi ce fameux tableau d'Édouard Pignon, donc l'ouvrier membre. Donc on voit vraiment le lien avec un intérêt pour une peinture aussi liée à une peinture sociale et réaliste. Encore André Marchand, donc je vous ai mis un tableau qui était aussi présent dans cette exposition sous l'occupation, et Talcoat, qui lui, justement, revient avec son réalisme très sauvage. On peut penser aussi à l'œuvre de Soutine, par exemple, Chaim Soutine. Et puis en même temps, c'est un tableau, ce lapin écorché peut faire aussi penser à Jean Fautrier, d'ailleurs, à l'époque. Mais qu'est-ce qui représente ce lapin écorché comme cette nature morte au chien? Elle a quelque chose de très politique, quelque part. On a l'impression que, justement, ces chiens... c'est un peu justement des monstres, on voit, ils ont des têtes tout à fait bizarres, et qui profitent des fruits de la France, quelque part. Je pense qu'on peut avoir une lecture plus politique et plus complexe qu'une simple nature morte. Et toute cette école donc de
de la tradition française, là, va donner, après la Libération, la naissance du fameux Salon de mai, où on va retrouver toute la fine fleur de la peinture française. Alors si vous voyez les noms, donc Robert Couturier dont on a parlé tout à l'heure, Francis Gruber, Le Noël, Manessier. Et alors, on va aller un peu plus vite peut-être parce que je ne vous regarde pas. C'est quand même aussi à cette époque-là, dès 1936, Talcoat rencontre Picasso dans le sud de la France. Il va d'ailleurs faire un tableau en hommage à cette rencontre qui s'appelle La Pastèque de Picasso, qui sera visible à Kerguénec quand, à partir du mois de juin, quand je pense l'exposition Picasso Talcoat sera installée. Et donc l'influence importante de Picasso est indéniable quand on le voit dans ces petits autoportraits qui étaient présents dans l'exposition, ou dans cette thématique aussi de l'atelier, des vues d'atelier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait vu l'expo Picasso à Landerneau, il y avait ces grandes vues de la Californie, les grandes vues d'atelier de Picasso, comme par exemple ici donc l'atelier de 1922. On voit vraiment les liens. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi à ce moment-là chez Talcoat, c'est qu'on voit qu'il utilise aussi cette grille cubiste très importante qui permet de jouer sur les effets de relief. Donc c'est toute cette série d'autoportraits. Alors on retrouve, vous voyez derrière, les petites sculptures de tout à l'heure, même par terre. Donc les grandes natures mortes de l'époque, qui peuvent aussi faire penser bien sûr aux grandes natures mortes de Georges Braque, qui était aussi quand même vécu comme le grand peintre français de l'époque. Donc encore une nature morte. Maintenant on va donc passer donc vraiment au Talcoat le plus important, enfin pour moi, qui est à partir des années 46, son installation donc à Aix-en-Provence, au Château Noir, sur la route du Tolonnais, et dans cet endroit donc habité bien sûr par Cézanne. C'est au Château Noir qu'il avait fait sa réserve de tableaux, et c'était sur la route qu'il emmenait vers la Sainte-Victoire. Donc arrivé donc ici je vous montre ce tableau de Cézanne parce que vous allez vraiment voir le lien, par exemple, avec les premiers Talcoat de l'époque, où il y a une sorte de personnage au milieu, une sorte de vue bucolique, mais on voit vraiment le lien évident avec la peinture de Cézanne et une palette qui change. Là, on a l'impression de sentir le Mistral qui passe à l'intérieur des arbres. Et ces arbres, d'ailleurs, deviennent déjà aussi comme des personnages. On voit au fond le Château Noir, on voit cet intérêt aussi pour les pierres, les cailloux, les roches, les failles, qui vont être le sujet essentiel de son œuvre, comme en même temps ce rapport à la nature. Donc je vous ai mis ici une des grandes aquarelles inachevées de Cézanne. La grande leçon de Cézanne que va retenir Talcoat, c'est l'utilisation du vide. Ce qui l'intéresse, c'est pas les objets en soi, c'est le vide entre les choses. Et donc il va, justement, tout à l'heure, je vous parlais de la réserve, là on voit vraiment l'utilisation aussi extrêmement poétique de la feuille, et qui est simplement esquissée. Et voilà, là, par exemple, en rapport, une vue de village de Talcoat, on voit vraiment l'influence essentielle de Cézanne. Encore Cézanne, Talcoat, donc avec ses premiers arbres comme ça, ces oliviers tordus par le vent. Et tout d'un coup, la palette va se faire de plus en plus fluide, de plus en plus liquide. Donc aussi encore une vue de Talcoat, on peut imaginer la Sainte-Victoire au fond. Et une des rencontres essentielles dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui va être très très importante à l'époque, c'est la rencontre avec André Masson. C'est à cette époque-là qu'André Masson s'installe lui aussi à Aix-en-Provence, et André Masson va être très influencé lui aussi par Cézanne à l'époque, et on voit donc ici une sorte de lien entre Cézanne, Masson et Talcoat quelque part. Et je pense quand même que c'est une des rencontres essentielles dans l'œuvre de Talcoat, qui va lui donner un goût justement pour une certaine abstraction. André Masson était très très influencé et connaissait extrêmement bien la peinture chinoise.
Et il y a quelque chose chez Talcoat qui renvoie justement à la peinture chinoise et à la fusion des éléments. Voilà un portrait de Talcoat justement par André Masson. Et une autre rencontre qu'il va faire à l'époque à Aix-en-Provence, c'est la rencontre de Nicolas de Staël. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la fin de Talcoat, on voit ce même rapport un peu avec Nicolas de Staël, avec la matière. Et finalement, chez Nicolas de Staël, on est toujours face à quelque chose. Alors que chez Talcoat, on va être à l'intérieur même du champ. Ça, on pense vraiment aussi donc, au Talcoat des années 50. Mais la palette de Nicolas de Staël est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus spectaculaire, alors qu'il y a chez Talcoat une sorte de rigueur, de peinture beaucoup plus noire, grise, dans les jeux de la vie, et peut-être beaucoup plus aérienne. Donc là, je voulais vous dire, oui, pour le sortir de la guerre, vous montrer un peu toujours dans le climat des artistes de l'époque. Donc d'un côté, on va avoir une reconstruction marquée avec des artistes comme Fougeron, Pignon, Herbin, donc qui sont les compagnons de route du Parti communiste. Comme à notre côté, on aura l'art sacré avec des lieux comme par exemple la Notre-Dame d'Assy, où beaucoup d'artistes vont travailler. Et puis il y a des artistes qui sont un peu plus en dehors de tout ça, dont finalement on peut penser aussi à Talcoat, qui est quand même une sorte d'électron libre dans l'histoire de l'art. Alors voilà les fameux tableaux de Fougeron qui avaient fait scandale, qui est un tableau d'une actualité sans nom, quoi, qui est sur le problème du fait que ne peuvent pas acheter leur poisson. Donc, tableau encore une grande actualité. Toujours Fougeron, Pignon, donc sur la peinture sociale. Herbin qui, lui, justement, va être d'un autre côté dans une abstraction géométrique. Et puis bon, Fautrier pour revenir à lui, mais lui qui se dégage là de la peinture engagée pour arriver au parti pris des choses, donc c'est-à-dire une peinture très proche de la poésie de Francis Ponge. Donc là c'est un simple encrier, ou alors Giacometti encore présent, Germaine Richier, donc dans cette renouveau de l'art sacré qui va faire scandale avec ce fameux Christ de l'église d'Assy, qu'on va dire justement pareil comme un personnage sorti des camps, qui va être caché pendant très longtemps, qu'on va enfin redécouvrir plus tard. Et puis l'abstraction lyrique avec le fameux trio Hartung, Schneider et Soulages. Tout ça, c'est pour vous montrer le climat dans lequel va apparaître la première abstraction, enfin l'art après les années 50. Olivier Debray, qui est un des grands peintres français aussi très important, très influencé par Nicolas de Staël. Roger Bissière, Riopel qu'on a vu donc il n'y a pas si longtemps, Brabant-Belt, je passe un peu plus vite, Jean-Michel Atlan, donc qui est un des artistes aussi qui va être un ami de Talcoat, Ladislas Quinault, alors lui qui va exposer beaucoup avec Talcoat, qui a même un intérêt pareil sur le signe. Et donc maintenant on va voir l'évolution, si vous voulez, de son œuvre, autour de thématiques, par exemple, donc ici l'arrêt qu'on voyait dans l'exposition, et quand on les confronte tous les deux, on voit véritablement l'évolution de son travail. Donc cette fameuse raie qui renvoie à la toile de Chardin, qui avait été peinte aussi par Soutine, mais surtout par Matisse. Là vous l'avez par Matisse en 1896, et ces fameux poissons rouges que j'ai mis de Matisse, parce que ces poissons rouges vont beaucoup influencer Talcoat quand on voit la première série des aquariums qui sont liés et qui vont beaucoup. C'est une série il va en vendre vraiment beaucoup. Il dit qu'il en vend comme des petits pains. Et il va complètement changer de style en même temps, très vite. Alors c'est des tableaux assez sympathiques quand même, où il joue sur les formes, on voit ici tout à fait le carré, le cercle, et tout d'un coup les poissons qui apparaissent. Donc c'est toute une série d'œuvres. Et ils n'ont pas été présents dans l'exposition, cette série de tableaux d'ailleurs. Il y a
plus des pièces comme celle-là. Donc vous voyez vraiment le passage du cercle au carré, du mouvement. Et tout d'un coup, les poissons vont complètement disparaître. On va à peine les distinguer. Et ça va devenir ensuite la grande série des cascades, donc le tableau qui était présent dans l'exposition. Et surtout, tout d'un coup, la palette qui change du tout au tout pour devenir extrêmement minimale et s'intéresser donc à ces failles, à ces rochers, à ces cascades, et qui rappellent quand même beaucoup, je trouve, justement la peinture chinoise du Moyen-Âge. Et donc cette fusion des éléments, et en même temps, l'intérêt toujours pour Cézanne, pour la fameuse carrière de Bibmus, ou les rochers, et quand on voit les failles ou les rochers de Talcoat, il est important d'avoir en tête ces tableaux de Cézanne. Ou encore, cette simplification par exemple, cette grande arche de Kandinsky, le grand arc noir qui représente une montagne. Donc on voit aussi un intérêt pour l'abstraction pure des pionniers de l'abstraction du début du siècle. Et donc ça va donner corps à ces fameux profils sous l'eau, donc les vues de Xavier à l'intérieur donc ils sont au Château Noir et ils la voient comme ça. Il y a quelque chose de tout à fait moderne dans cette série-là, de tout à fait magique. Alors les dessins permettent justement de mieux découvrir les formes, la vie, cascade dans l'eau. Ici on voit vraiment le nu, donc une sorte de thématique assez classique de la baigneuse qui renvoie à toute l'histoire de l'art, mais qui ici est traitée de manière tout à fait moderne et assez extraordinaire, où tout d'un coup le personnage fait complètement corps avec la cascade, avec le rocher. Et donc il y a cette idée de fusion et de transformation des éléments aussi. L'eau qui devient solide, et un jeu donc sur les différents l'eau, le feu, la terre. Enfin, donc Talcoat est quelque part un peintre des éléments primaires. Et on peut faire un rapprochement avec, à l'époque, la série des grands nus de Nicolas de Staël, et ce même intérêt aussi pour des nouvelles baigneuses. Donc là, les profils sous l'eau, les rochers, les écorces, dont on a vu quelques pièces dans l'exposition. On va passer un peu plus vite. Ici, toute une série de gravures intéressantes où on voit justement la nature qui devient tout à fait anthropomorphe. On a l'impression de voir un personnage allongé sur la droite. Et après, donc, cette simplification autour des rochers, autour des failles, qui était bien représentée dans l'exposition. Puis tout d'un coup, on a l'impression que ça devient des carapaces de tortues, ou une sorte de grossissement simplement d'un détail. Et je vois le lien avec Cézanne paraît très important aussi, avec une palette complètement différente. On va passer un petit peu. L'intérêt aussi pour l'élément liquide se retrouve donc avec la série qui se passe sur la Durance. Et dans le conférencier a fait un lien avec les grottes de Lascaux, ce qui paraît tout à fait important, parce qu'il va visiter les grottes de Lascaux dans les années 50. Et quelque part chez lui, il va nous replacer à l'intérieur des grottes de Lascaux dans les différents tableaux qu'il va faire. Par exemple, dans les titres même, autour de l'âge de fer, ou encore sur les 4 murs, on a l'impression d'avoir un personnage qui est à l'intérieur même de la grotte. Il y avait un tableau tout à fait étonnant dans l'exposition aussi qui renvoyait à cette série-là. Et après, donc, on a l'impression justement, comme je vous disais, ce premier homme, de revenir à des sortes d'idéogrammes, de hiéroglyphes, de premiers dessins comme des signes préhistoriques, où on a même l'impression de voir le taureau.
Et ça va donner naissance justement aussi chez Talcoat à un rapport très très important avec des poètes, particulièrement André Dubouché, avec qui il va faire un ouvrage tout à fait extraordinaire, d'un très grand format, qui s'appelle Sur le pas, et qui donc renvoie toujours à cette idée de promenade, de balade, d'errance, et en même temps un jeu justement sur ces signes premiers qui renvoient aussi au graffiti préhistorique. Donc là, le vieil homme, que vous avez vu dans l'exposition. Alors le passage de la Combe, ça c'est un des tableaux extraordinaires qui est conservé au Centre Pompidou et qui est intéressant, alors là justement par rapport au point de vue. On est justement sur plusieurs points de vue, comme je vous disais tout à l'heure. On la voit de face, comme on la voit de haut, et donc il mélange différents points de vue à l'intérieur même du tableau. Et il y a une sorte d'idée de rendre l'émotion même de la découverte du lieu. Toujours cet intérêt aussi donc très important pour le passage, le mouvement, la fluidité, donc tout d'un coup la trace laissée par les hommes. Et donc on voit apparaître donc ce personnage en plein mouvement, et donc dans les différents tableaux qu'on a vus aussi à l'exposition, et qui fatalement donc est en train de disparaître, en train de marcher, et qui laisse comme ça, comme un halo. Et on peut penser bien sûr donc aussi bien aux grottes, donc là, si vous avez vu, c'est des grottes d'Afrique du Sud, des personnages en mouvement, et puis à cette thématique de l'homme qui marche, donc depuis Rodin, ou l'homme qui court de Malevich, qui, vraiment, je trouve qu'il y a un lien évident avec cette idée de mouvement. Toujours aussi donc les personnages de Giacometti. Et dans le dessin même de Giacometti, on voit vraiment un lien tout à fait évident avec Talcoat, une sorte de simplification extrême. Le personnage ne devient plus que des ombres. Donc là, on pourrait tout à fait mettre en liaison les tableaux des passages de Talcoat avec l'homme de Giacometti. Donc comme ce grand tracé. Et qui aussi, là bien sûr, rappelle toujours l'art pariétal, l'art des hommes préhistoriques, quelque part. Alors un des grands thèmes aussi de Talcoat, ça va être la représentation des transhumances, des troupeaux, des vols d'oiseaux. Et donc c'est un artiste qui avait justement avait créé un dispositif pour pouvoir peindre en mouvement. Donc il peignait toujours, que ce soit en voiture, que ce soit sur les grèves, que ce soit sur les promenades. Et donc il y a toujours ces différents points de vue, on est toujours comme toujours sur les hauteurs. Et la peinture, tout d'un coup, c'est cette question dont on avait parlé sur... Est-ce que la peinture ne peut être qu'une tâche? C'est la question de Nicolas de Staël. Et justement, on voit que lui, les différentes tâches, tout d'un coup, deviennent une sorte de troupeau, de bisons, et en même temps un signe, comme deux triangles comme ça qui se superposent, et qui vont donner lieu donc à la fameuse série des troupeaux, dont il y avait un ou deux tableaux exposés, les transhumances, et la série des vols d'oiseaux. Il aimait à peindre le reflet, l'ombre des oiseaux au sol. Donc ils se promenaient sur la plage comme ça, et tout d'un coup c'est simplement l'ombre des oiseaux, et aussi les reflets, puis tout d'un coup donc cette gestuelle qu'on peut penser aussi très proche de la calligraphie japonaise, une sorte de dessin zen. Alors je vous ai mis toute une série d'oiseaux connus, aussi bien donc les fameux vols de corbeaux de Van Gogh, les grands oiseaux de Braque, ou encore les derniers tableaux de Nicolas de Staël, les fameuses mouettes. Et en même temps, j'ai pensé à Gilles Ayot, donc aussi dans un intérêt pour une sorte de peinture chinoise et japonaise. C'est des grandes vues des mouettes à marée basse de Gilles Ayot, qui avait été exposé récemment
musée de Rennes. Et donc encore voilà le tableau qu'on voyait dans l'exposition, donc ces vols d'oiseaux passant dans un reflet. Alors et ces oiseaux, ils peuvent aussi bien justement se transformer en silex. C'est ce qui est assez rigolo parce que finalement c'est le titre même qui nous fait y voir des silex, mais on peut imaginer que c'était comme tout à l'heure des oiseaux, des pierres. Donc ça avait tout son intérêt pour les bords de Seine et donc les carrières des bords de Seine, où il va s'intéresser donc à la fameuse série des silex qu'on voyait dans l'exposition. Alors un des grands ouvrages aussi de Talcoat, c'est ce grand mur d'enceinte qu'il a fait à la Fondation Mag. Et là on pense encore évidemment à l'art rupestre avec des signes nouveaux qu'il aurait inventés. Donc il a l'impression c'est aussi encore un rapport aux grottes. Et donc avec la Galerie Mag, justement, il va faire toute une série d'ouvrages. Tout à l'heure, je vous ai montré le livre qu'il avait fait avec André Duboucher. Et là, donc, il va y avoir des différents ouvrages. Je vous en ai ramené quelques-uns. Et donc, pour finir, voilà donc Talcoat dans son atelier, donc à l'époque où il est donc en Normandie. Et donc, c'est toute la dernière série où on pense aussi encore déjà aux poissons de tout à l'heure, mais qui deviennent de plus en plus abstraits, des signes laissés dans les champs, mais on voit justement quelque part comme la main de l'homme qui serait toujours passée par là. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand on prendra la route, vous ne verrez plus les champs de colza ou les champs d'herbe ou quoi que ce soit de la même manière après avoir mis Talcoat. Et tout d'un coup, c'est pareil sur les sables, tout d'un coup, une seule trace laissée au sable. Il y a un artiste aussi très important de l'époque qu'on peut quand même évoquer, qui est très proche de Talcoat quelque part. En plus, il faut y penser par rapport à la Galerie Mag, qui est Raoul Lubac, qui lui aussi va beaucoup s'intéresser aux signes laissés par la plage ou aux empreintes. Et donc ça, c'est un peu toujours comme un petit rien, une empreinte laissée sur le sol, sur la plage, par un oiseau, par un animal. Des ponctuations comme ça, qui voltigent. Alors tout un jeu aussi de palettes différentes. On voit le passage du jaune, du vert, jusqu'à une sorte d'outre noir qui pourrait nous faire penser aussi un peu à Soulage, mais avec des titres très poétiques, donc à même le sol, ou encore dans la carrière. Et là, on voit que l'intérêt, justement, il est lié à la lumière. Donc avec ces jeux de relief, ces accumulations de couches de peinture, où les tableaux deviennent véritablement des pierres. Alors, c'est un artiste qui a quand même, justement dans cette période-là, été très très intéressé, enfin, il y a un des grands critiques d'art américains, Greenberg, va s'intéresser beaucoup à l'œuvre de Talcoat. Et j'y pense parce que, donc, là je vous ai mis quelques œuvres encore que moi je mets en relation avec lui, donc les couchers de soleil de Turner, ou les vues de Bonnet, ou encore les couchers de soleil de Fautrier. Il y a un autre artiste que je mets en relation avec lui qui est Morandi aussi, un des grands artistes italiens. Donc là, c'est la série sur la Drôme, l'apparition des grands champs. Donc on a vu les champs de colza, mais c'est les grands champs de coquelicots qui vont l'intéresser. Et donc les rouges, les matières. Et donc oui, je vous parlais de Greenberg parce qu'on peut aussi faire un lien, bien sûr, avec l'abstraction américaine, donc les color fields de Rothko, ou cette peinture très aérienne de Sam Francis. Et aussi avec un des grands artistes américains, Barnett Newman, qui lui s'intéressait aux civilisations des Amérindiens. Et on voit un peu, alors bon, dans des formats tout à fait délirants, parce que les tableaux de Barnett Newman mesurent 4 mètres sur 2, mais il y a un vrai lien à faire entre Barnett Newman et Talcoat, quelque part. Donc voilà
les derniers tableaux des coquelicots. Et donc l'exposition finissait avec la série des autoportraits. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces autoportraits où le visage disparaît au fur et à mesure, ne devient plus que de la matière, et en même temps il avait tout à côté de ça, tout un travail de dessin, d'autoportraits au dessin qui font aussi encore beaucoup penser à Giacometti. Et voilà les derniers autoportraits où la figure disparaît. Voilà, j'espère que ça vous a un peu intéressé sur l'approche. Et pour finir, oui, je vous mets cette pièce qui s'appelle un placard, qui sont des œuvres qui avaient été faites à la Fondation Mag, qui sont un lien entre un poète et un artiste. Et l'œuvre s'appelle Akinari, et Akinari était un poète japonais du XVIe siècle qui faisait des haïkus. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose de très très japonais dans l'œuvre ici de Talcoat, qui renvoie à cette poésie des haïkus.